TVT au cœur de l'information. Bonsoir, l'actualité ce soir, la 7e réunion hier du comité de supervision de l'ITIE Togo. Deux sujets étaient à l'ordre du jour. C'est le Premier ministre Komisselom Klassou qui a présidé la réunion. Nous suivrons tout à l'heure en début de journal. C'est l'occasion de vous faire établir assez rapidement vos actes de naissance, vos cartes d'identité ou encore des certificats de nationalité. L'administration rapide de proximité est lancée. Sokole est entré dans la danse. Les précisions tout à l'heure dans cette édition. À suivre également dans cette édition les explications sur le consentement volontaire à l'impôt. L'OTR prend des mesures incitatives. Ce sera le dossier à suivre tout à l'heure dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue au 20h. Le compte-rendu sur la mise en œuvre du processus de l'ITIE Togo, la validation du rapport 2015, ce sont là les deux sujets à l'ordre du jour hier à la 7e réunion du comité de supervision de l'ITIE Togo. En rappel, l'ITIE, c'est l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. La réunion a été présidée par le Premier ministre Ekwesala. Conseil national de supervision de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIE, organe suprême qui définit les grandes orientations politiques et stratégiques de l'ITIE Togo, a consacré ses travaux à la présentation du compte rendu de la mise en œuvre du processus au Togo depuis 8 ans déjà, ainsi qu'aux résultats issus de la dernière validation du rapport du Togo conformément aux normes de l'ITIE. L'objectif de la présente rencontre est de s'assurer de la participation de tous les acteurs au processus de mise en œuvre et surtout de revitaliser le Conseil national de supervision. Nous avons débattu des avantages de la mise en œuvre de l'ITIE au Togo et surtout la motivation des parties prenantes, l'engagement des organes de mise en œuvre, je veux dire le collège du gouvernement, le collège des industries extractives et le collège de la société civile. Et de l'autre côté, on a remarqué aussi, même le conciliateur et le validateur l'ont remarqué, et la motivation manifeste du gouvernement, surtout au niveau de l'intégration des principes de l'ITIE dans les systèmes nationaux de gouvernance. Grâce à la volonté manifeste du chef de l'État et du gouvernement d'intégrer les valeurs de traçabilité et de transparence aux activités du secteur extractif de notre pays, le Togo a adhéré au processus de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives en 2010. 8 ans déjà, les efforts engagés ont permis d'atteindre des résultats significatifs. En 8 ans de mise en œuvre de l'ITIE, le gouvernement a consenti des efforts appréciables pour garantir la qualité du processus et approfondir son impact tant dans son implémentation que dans l'intégration des dispositions de l'ITIE dans les systèmes de gouvernance des différentes structures de l'État. Ces efforts ont permis au Comité international de l'ITIE de déclarer à Sydney, en Australie, le 22 mai 2013, Togo, pays conforme à l'ITIE. Il continue d'être intensifié ses efforts en vue de relever la qualité de la mise en œuvre et de renforcer l'appropriation de la norme ITIE dans la gouvernance du secteur extractif à travers les résultats de la validation. Nous connaissons le degré de performance de la mise en œuvre de l'application du conseil d'administration de l'ITIE par rapport à la gouvernance du secteur extractif et des finances de l'État. Ainsi, sur les 27 exigences de la norme ITIE, le Togo a validé 20. Une deuxième validation est attendue en novembre 2019. Afin d'évaluer les performances réalisées
dans les 7 autres restantes. D'ores et déjà, je puis vous assurer que la tendance générale des appréciations est que le niveau des progrès réalisés est satisfaisant, c'est-à-dire que nous sommes proches de la dernière marche. Pour parvenir à ces résultats satisfaisants, le gouvernement, sous la houlette du chef de l'État, a entrepris depuis plusieurs années une série de réformes relatives notamment à l'opérationnalisation des organes de mise en œuvre de l'ITIE, à la modernisation du code minier couvrant l'ensemble des usagers du sous-sol togolais et à la loi relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional. À ces mesures s'ajoutent d'autres initiatives courageuses, parmi lesquelles la création de l'Office togolais des recettes, celle de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, ainsi que la loi des finances gestion 2019 visant la gestion axée sur les résultats. L'application de toutes les dispositions institutionnelles ci-dessus évoquées renforce les bases de la gouvernance du secteur extractif et dénote le souci permanent du gouvernement de conforter chaque jour les mesures de transparence en vue de transformer toutes les potentialités du pays en richesse et consolider davantage le développement durable et inclusif des couches sociales du pays. Sur cette trajectoire volontariste, il convient de mentionner la dynamique engagée en février 2017 par le gouvernement qui consiste à relire le code minier actuel en vue de son harmonisation avec le cadre communautaire de l'UEMOA. Cette démarche augure d'une part de belles perspectives pour les industries extractives togolaises qui ont contribué en 2017 à hauteur de 18,5% du total des exportations du pays pour près de 3,5% au PIB et pour 2,5% aux recettes de l'État en 2017. Laissez-moi vous dire qu'au titre de l'année 2018 en cours et à la fin du mois de septembre, le taux est déjà de 3,5% comme contribution aux recettes de l'État, ce qui suppose une amélioration sensible d'ici la fin de l'année. Et d'autre part, renforce donc ces mesures notre détermination à promouvoir la diversification de l'économie dans le respect des valeurs cardinales de la transparence et de la reddition de comptes. Plus que par le passé, l'attente est aujourd'hui grande. En effet, la promotion de l'industrie extractive constitue l'une des composantes essentielles de l'axe numéro 2 du Plan national de développement PND, qui est destiné à booster l'économie du pays et favoriser l'inclusion économique et sociale des couches les plus vulnérables. D'autres défis restent à relever parce que la norme ITIE est en pleine mutation. Le Premier ministre exhorte par conséquent tous les membres des différents organes du Conseil national de supervision à redoubler d'ardeur afin qu'avec la détermination du chef de l'État et du gouvernement, ainsi qu'avec la collaboration saine et responsable de tous les acteurs du processus ITIE, ces défis soient relevés pour le bien de toutes les couches socio-professionnelles de notre pays. Et on rappelle, le Togo a adhéré à l'ITIE en 2010. Soutien à l'emploi des jeunes et à l'entrepreneuriat. Le ministère en charge de la jeunesse et son partenaire, l'UNFPA, joignent l'acte à la parole. Les deux institutions ont remis ce mardi des chèques aux associations de jeunes lauréats du concours d'appel à projets lancé par le ministère. Dans la foulée, des apprentis en fin de formation ont aussi reçu des kits de travail. La cérémonie, le récit de Edem Sosopo. Elles sont au total 12 associations de jeunes lauréates du concours de projet du ministère en charge de la jeunesse à recevoir des chèques pour la mise en œuvre de leurs projets de développement communautaire et d'éducation citoyenne. Ils portent entre autres sur l'environnement, l'assainissement, la formation civique et l'entrepreneuriat féminin pour un coût global de 6 millions de francs CFA. Notre projet s'intitule Campagne de sensibilisation et de promotion
sur la citoyenneté et la culture de la paix. Donc nous avons ciblé 4 cantons. En dépit de tout ce qui s'est passé à Sokoré en août 2017, nous avons constaté des actes de vandalisme à l'endroit de la jeunesse. Donc nous avons voulu à travers ce projet former un pool de formateurs de 40 jeunes venus des 4 cantons, ensuite qui vont construire des relais communautaires pour faire des sensibilisations dans leurs cantons et villages. Notre projet s'articule sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin en milieu rural, spécialement chez les jeunes filles. Parce que nous avons constaté que plusieurs femmes sont dans le secteur informel, mais elles ne sont pas des chefs leaders d'entreprise. Donc notre action consistera à discuter avec eux, à inviter des femmes leaders d'entreprise qui ont réussi. Ces femmes auront à partager leur expérience avec leurs consoeurs jeunes filles. Et maintenant, à l'issue de ça, ces jeunes filles-là pourront avoir des idées d'entreprise. C'est la 5e édition de ce concours de projet, initié dans le contexte de la Journée internationale de la jeunesse. Il vise à soutenir l'action des jeunes, réunis en association pour impacter les jeunes et protéger aussi l'environnement. Le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien de l'UNFPA, a remis également des kits de fonctionnement à 40 jeunes artisans pour un montant de 4 millions de francs CFA. Des apprentis formés dans les centres de jeunes et diplômés du certificat de fin d'apprentissage de 2017. 6 corps de métier y sont concernés. Ce matin, j'ai reçu gratuitement une poste à souder et une pince avec une pinceuse. Je vais dire à mes jeunes frères qui sont à la maison d'apprendre un métier pour leur suivi. Je suis très ravie pour ce kit que je viens de recevoir. Des machines pour me permettre de travailler, de me nourrir et d'apprendre à d'autres filles le métier. Il s'agit pour le gouvernement et son partenaire, l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, de permettre une insertion socio-professionnelle des jeunes en leur offrant des moyens adéquats. Le bien fondé de cette action, c'est que, nous le savons, beaucoup de jeunes sont obligés parfois d'arrêter leur travail pour aller à la recherche de moyens financiers qui pourraient leur permettre d'acheter des équipements de travail. Je voudrais les exhorter à faire un bon usage du matériel qui est offert, de sorte que, par leur réussite, ils contribuent à motiver d'autres jeunes qui pourraient leur emporter le pas. Ça, c'est la première partie de notre activité de ce jour. Le gouvernement togolais reconnaît le rôle capital de ces associations dans le développement social, la promotion de la citoyenneté, la culture de la paix. Et cette initiative d'appel à projet qui est soutenue par l'UNFPA vient compléter toutes ces initiatives que le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi des jeunes et toutes les initiatives du ministère en charge de la formation civique déploient pour permettre de financer plusieurs projets citoyens initiés par les structures associatives, et c'est dans toutes les régions du Togo. Et l'engouement remarqué témoigne d'une forte envie des jeunes de s'impliquer dans la vie de leur communauté et de prendre une part active dans les actions de développement de notre pays. Pour le représentant de l'UNFPA, l'amélioration de l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes est en parfaite adéquation avec la feuille de route de l'Union africaine. Cette feuille de route vise à tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. L'entrepreneuriat encore et le concept Je dis, j'ose. Il y a 3 ans maintenant que ce concept a été lancé, marqué notamment, vous le savez, par des sessions de formation aux jeunes entrepreneurs. 3 ans déjà, 3 ans après, à l'heure du bilan, quels impacts sur les bénéficiaires? L'état des lieux ce soir, Luc Assis.
3 ans déjà que la plateforme d'échange et de partage d'expériences Jeudi Jose s'illustre dans la formation et l'accompagnement de jeunes entrepreneurs. Elle a permis à ces jeunes de faire leur premier pas dans l'univers entrepreneurial, de mieux gérer, rentabiliser leurs entreprises et d'améliorer la production des biens et services. Ainsi, les néophytes en entrepreneuriat ont eu l'opportunité d'acquérir des connaissances et d'apprendre des difficultés de leurs aînés qui font déjà leurs preuves sur le terrain. Les plus fidèles à suivre ces sections de formation témoignent. Pour moi, Jeudi Jose a été très bénéfique parce que ça m'a permis d'acquérir des expériences des aînés entrepreneurs, de voir leurs obstacles et de me demander qu'est-ce que je dois déjà faire pour surmonter déjà ces obstacles-là. Et aussi, j'ai compris que on peut commencer avec 0 francs. Avant, je n'y croyais pas. Mais moi-même, avec mes capacités, je me demandais, qu'est-ce que je peux faire avec les expériences, les thèmes de Jeudi Jose. Moi aussi, je dois débuter, voilà. Donc, je me suis donné à faire des cours de répétition, des jobs, même les maçonneries, tout ça là pour avoir le financement. J'ai participé au moins à une dizaine de séances de la plateforme de Jeudi Jose. Et durant ces participation, j'ai été marquée par les partages d'expérience de nos prédécesseurs sur le chemin de l'entrepreneuriat. Spécialement, je peux citer M. Besson, le promoteur de Champizo. Lors de ses interventions, il nous montre à quel point c'est difficile le chemin de l'entrepreneuriat, que ce n'est pas facile d'aller de l'avant, mais qu'il faut avoir le courage, l'endurance pour y aller. Et à ces partages d'expérience, je peux ajouter le promoteur de Civic Bag. Lorsqu'il était venu, il nous a expliqué comment est-ce qu'il a commencé son entreprise. Il nous a dit que c'est possible de commencer son entreprise à 0 francs. J'ai trouvé ça banal, mais au finish, jusqu'à ce qu'il ne termine son intervention, je me suis rendu compte que c'était réel, qu'on peut commencer son entreprise à 0 francs. Et j'ai suivi ses pas, et petit à petit, moi aussi j'ai commencé dans la production des biscuits. Et voici aujourd'hui, j'ai été récompensée pour ma fidélité et la mise en œuvre de ce que j'ai acquis lors de mes séances à Jeudi Jose. Aux séances de Jeudi Jose, j'ai appris comment créer son propre entreprise, comment développer ses capacités pour pouvoir évoluer, comment pouvoir aller plus loin malgré les difficultés. Et les 5 points qui permettent à l'entrepreneur de pouvoir développer son entreprise. Lors d'une séance, on nous avait montré comment nous pouvons créer son propre entreprise avec 0 francs. C'est grâce à cela que sans l'aide, sans le financement, j'ai pu mettre en place mon mini-centre d'électronique. Les jeunes porteurs de projets ont l'opportunité d'apprendre les stratégies de mobilisation de fonds pour concrétiser leurs initiatives. Par le truchement de Jeudi Jose, des projets concrets et convaincants ont été financés par le FAIEJ, un des mécanismes d'appui des jeunes mis en place par le gouvernement et qui porte d'ailleurs l'initiative Jeudi Jose. En 36 éditions, Jeudi Jose dégage un bilan satisfaisant. En 36 numéros, nous avons sillonné les régions économiques de notre pays. La plateforme Jeudi Jose ne se passe pas que seulement à Lomé et à la Blue Zone. Nous avons transporté la plateforme dans les savanes, dans la Cara, dans la centrale, dans les plateaux et ici dans la région maritime. En 3 ans, nous avons pu mobiliser plus de 4000 jeunes autour de cette plateforme et beaucoup de jeunes gens ont pu mettre en œuvre leurs initiatives d'entreprise sur des conseils en coaching, sur des motivations, sur des formations en technique de création d'entreprise ou sur des partages d'expériences. Les jeunes, sans attendre de mobiliser des fonds auprès des mécanismes d'accompagnement de l'État togolais, commencent à mettre en œuvre leurs projets. Jeudi Jose se tient chaque 2e jeudi du mois et incite les jeunes à oser, à entreprendre et à s'auto-employer. La plateforme facilite donc l'insertion socio-professionnelle et économique des jeunes à travers la promotion de l'entrepreneuriat.
Le transport aérien maintenant, comment relancer et faciliter les échanges entre les États membres de l'espace UEMOA? Grande question à l'ordre du jour de la première réunion du comité de coordination du programme régional de développement du secteur de l'Union. Les délégués sont réunis à Lomé depuis ce matin. Leurs propositions devraient améliorer la libre circulation des personnes et des biens. Les précisions de Antoinette Omovavo. Le transport aérien au sein de l'UEMOA fait face à de nombreux défis, notamment la faiblesse de la desserte domestique régionale et internationale, les tarifs élevés des services aériens et une flotte vieillissante. Ces carences résultent de l'incapacité de se conformer aux spécifications nationales et internationales relatives à la sécurité des vols d'aéronefs civils. Face à cette situation, les États membres de l'UEMOA se sont lancés en 2002 dans une réforme du système du transport aérien afin de faciliter les échanges entre les pays de l'Union. L'objectif de l'UEMOA, c'est de créer un marché commun de nos 8 États membres. Et ce marché commun, il est possible si il y a la liberté des échanges des biens, des services entre nos États. Et le transport aérien est un outil majeur pour permettre d'asseoir ce marché commun-là en permettant des échanges rapides et fiables à travers l'Union. À cette première réunion du comité de coordination du programme régional de développement du transport aérien des États membres de l'UEMOA, dont le Togo se fait l'honneur d'abriter, les délégués vont plonger sur les problèmes qui minent le domaine du transport aérien afin d'y trouver des solutions pour rendre des services de qualité. C'est tellement capital le marché unique du transport aérien parce que ça facilite la libre circulation, la connectivité, l'économie d'échelle et l'emploi des jeunes. Et l'UEMOA a été toujours dans ce sens, se mettre ensemble pour être fort. Et ça, c'est ça l'avenir. Il s'agira pour les États membres de l'UEMOA de relancer et d'accroître le transport aérien. L'UEMOA entend mettre en place une compagnie commune de transport aérien pour améliorer la libre circulation des personnes et des biens et faciliter les échanges commerciaux et touristiques et renforcer l'intégration régionale. Maisons, écoles, hôpitaux ou autres infrastructures immobilières. On pense beaucoup à la construction, à l'élévation du mur, aux bâtiments, moins au risque d'incendie lié à ces bâtiments. C'est une négligence grave rappelée ce matin aux architectes et patrons d'établissements. Ils sont en colloque depuis ce matin à Lomé. Yves Agbevivi. Voici ce qui reste d'un dépôt de marchandises d'une valeur d'environ 1 milliard de francs CFA suite à un incendie intervenu le 26 juin 2017 sur le boulevard du Mono. De 2010 à 2017, le Togo a enregistré 2247 incendies graves et 30% des incendies concernent des établissements recevant du public, selon la brigade des sapeurs-pompiers, et pourtant, ces risques pouvaient être évités. La prévention, c'est quoi? C'est prendre toutes les mesures pour que le feu ne naisse pas. Mais il arrive que malgré qu'on prévienne, le feu naisse. Si le feu naît, il faut disposer au préalable des moyens pour pouvoir faire face à la naissance du feu avant d'appeler les sapeurs-pompiers. À la conception de chaque immeuble, que le volet incendie soit pris en compte. C'est la seule façon de dompter ce mal qu'est vraiment l'incendie. En vue d'éviter de telles situations, ce colloque a été initié par le cabinet d'ingénierie en réduction des risques industriels, incendie et environnement avec l'appui du groupe Siemens Afrique qui entend apporter son savoir-faire aux acteurs du secteur de l'immobilier et des responsables des établissements publics. On va citer des hôtels comme aujourd'hui ou des bâtiments accueillant le public comme des bureaux, des ministères. Pendant la nuit, il n'y a personne qui est présent. Donc si on n'a pas un système qui peut détecter un feu et prévenir les personnes pour intervenir, on est un peu dans une situation critique. Donc ça, c'est une des premières techniques qu'on peut mettre, une des premières solutions qu'on met à disposition. Représentant son collègue de la sécurité, le ministre de l'Habitat et du Cadre de vie, Maître Fiatou Sessenou, a lancé un appel aux populations à tenir compte des préoccupations du gouvernement qui a pris des dispositions face au risque incendie. Conscient de cette situation, le gouvernement a pris l'engagement d'œuvrer pour prévenir les incendies partout sur le territoire togolais. Nous distinguons particulièrement l'adoption par le gouvernement, sous la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence, M. Faure
Essozimna Nyasimbe du décret 2016 relatif aux actes d'urbanisme et l'ensemble de ces tests d'application couvrant et réglementant les domaines du permis de construire, de l'assurance et responsabilité du maître d'ouvrage, des contrôles sur les chantiers au début, pendant et à la fin des travaux, l'automatisation du processus de délivrance du permis de construire et les différentes sessions, formations, nous lançons un appel à tous les gestionnaires d'immeubles, à tous les directeurs des sociétés et lieux de travail, de protéger les travailleurs et les outils de production en mettant en place des dispositions, plans pour prévenir et lutter contre le risque incendie. Les participants intervenant dans la conception, la réalisation et les responsables des établissements ont suivi des exposés sur comment réduire le risque incendie dans la vie d'un établissement et sur les solutions Siemens BT pour réduire le risque pour une gestion technique et intelligente des énergies dans un établissement. Je vous l'annonçais en titre tout à l'heure. Avis à vous, résidents de Sokone ou ailleurs dans la région centrale. Vous avez besoin de vous faire établir un acte de naissance, une carte d'identité ou encore un certificat de nationalité. Eh bien, c'est le moment. Sokone vient de voir lancer l'administration rapide de proximité. Les précisions de Lamarck Bojono. Après les savanes, la Cara, c'est au tour des régions centrales et maritimes d'abriter cette année les journées portes ouvertes et administration rapide de proximité organisées par le ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative en collaboration avec d'autres ministères offrant des services au grand public. Le lancement de l'opération Journée porte ouverte et administration rapide de proximité s'inscrit dans le cadre de la célébration au niveau national de la Journée de la fonction publique célébrée en Afrique chaque 23 juin. Il s'agit de faire la promotion des services publics et des ressources humaines dans l'administration publique pour rapprocher l'administration de l'usager. Depuis quelques années, le gouvernement a entrepris de rapprocher les services publics des administrés. C'est dans ce cadre que chaque année, profitant des journées de la fonction publique, il a été initié de mener ces activités journées portes ouvertes et administration rapide, qui permet d'aller auprès des usagers pour pouvoir d'abord partager des informations sur les formalités et procédures d'établissement de ces actes-là et documents administratifs, et ensuite leur apporter des informations sur des préoccupations qu'ils expriment. Étant donné qu'ils sont loin de la capitale et que les structures sont également pas très proches, cette activité permet déjà de régler et de leur apporter ces réponses à des préoccupations. La célébration de la journée africaine de la fonction publique est placée sous le thème combattre la corruption dans les institutions publiques avec la participation des parties prenantes et la promotion du leadership d'éthique en vue de réaliser les objectifs de l'agenda 2063 et les objectifs de développement durable ODD. Ce thème témoigne de l'attention particulière que les États africains doivent accorder à la problématique de la corruption dans l'administration publique et la nécessité de la combattre, a relevé le secrétaire général du ministère de la fonction publique, Assi Atissim. Payer ses impôts, les taxes et autres droits de douane, on ne le fait toujours pas de son plein gré et pourtant c'est un devoir civique, fiscal, pas forcément besoin d'un agent OTR derrière, tel un gendarme pour le faire. L'acte peut être volontaire, un consentement volontaire à l'impôt, comme on le dit. C'est quoi un consentement volontaire à l'impôt? Que fait l'OTR pour amener les citoyens à ce consentement volontaire? C'est le dossier de cette édition, dossier signé Luc Assis. Dans sa mission, l'Office togolais des recettes OTR assoit, administre et recouvre les impôts, taxes et droits de douane pour le fonctionnement de l'État. Également inscrit dans sa feuille de route, la promotion du consentement volontaire aux impôts et taxes douanières. Et pour atteindre les objectifs de cette feuille de route, l'OTR a mis en place une batterie de stratégies, notamment les séances de sensibilisation, la distribution de dépliants et l'instauration des journées de promotion du civisme fiscal. Consentir à l'impôt
c'est adhérer à l'impôt. C'est accepter de payer volontairement ses impôts. Mieux, c'est accomplir loyalement ses devoirs civiques. Il faut alors éduquer le contribuable. Et l'éducation du contribuable passe par la sensibilisation, l'information. Il faut porter l'information à sa connaissance. L'éducation du contribuable passe par aussi les diverses émissions que l'Office s'emploie à faire à travers des canaux de communication. La discipline fiscale suppose aussi des sanctions. C'est pour cela que les sanctions, les pénalités de retard, par exemple, que l'Office inflige suite au retard à la douane ou aux impôts, ces pénalités ne doivent toujours pas être perçues sous un angle répressif, mais sous un angle plutôt pédagogique. Le consentement à l'impôt passe aussi par la discipline fiscale. Ceci étant, l'OTR a mis en œuvre un ensemble de procédés pour faire en sorte que le contribuable soit toujours en règle. Et des réformes sont élaborées et mises en œuvre dans la collecte des impôts, taxes et droits douaniers pour faciliter le paiement aux contribuables. L'Office aujourd'hui, ça privilégie plutôt les télédéclarations, c'est-à-dire les déclarations en ligne, déjà effectives à la douane et aux impôts depuis fort longtemps. Le télépaiement, tout récemment, qui a été mis en œuvre au niveau des transporteurs routiers, c'est-à-dire l'impôt communément appelé trimestre, qui sera payé désormais par T-Money depuis la maison, depuis le lieu de travail, et ne plus venir faire la queue au niveau de l'Office. À la douane, vous allez voir des mesures de facilitation en matière de dédouanement. Des différents circuits sont là, les circuits verts, les circuits rouges et les circuits jaunes. Et il y a le cadre de partenariat privilégié aussi auquel je vais faire allusion. Lorsque vous adhérez à ce cadre, vous êtes un privilégié. Et votre marchandise sera dédouanée avec peu d'attention. Payer ses impôts, taxes et droits douaniers est un devoir citoyen et civique auquel doit se soumettre tout contribuable puisque cela y va du développement du pays. C'est demain, mercredi, le 17 octobre, que commence le recensement électoral dans la zone 2. Dans l'Oti et dans le Tône, les cadres unis continuent de mobiliser la population. À Dapon, la correspondance de Désiré Aloy. C'est un devoir civique pour les cadres du parti UNIR, Union pour la République, d'être toujours aux côtés des populations à la base pour véhiculer le message de paix, de cohésion et de développement du chef de l'État, ceux de la préfecture de l'Oti sur le terrain. Occasion pour eux en ce moment de sensibiliser les masses sur leur devoir, celui de se mobiliser et massivement afin d'aller se faire recenser à partir du 17 octobre dans la zone 2. Nous avons déjà commencé le travail avec nos consoeurs et ils sont venus pour nous appuyer à mieux faire le travail pour que toute la population sorte pour aller se faire recenser et avoir leur carte. Je suis fier qu'ils viennent nous sensibiliser sur la carte d'électeur. Donc comme ça, je profite à dire toute la population de Mango de sortir massivement pour aller faire la carte d'électeur. Répartis en plusieurs groupes, ils sont allés à la rencontre des populations des contrées reculées. Une sensibilisation de proximité ici à Tianaga, par exemple, pour le même message. Cette campagne de proximité, c'est très bien. Parce que la façon dont les cadres se sont éclatés, tout le monde est touché au cours de la journée. Parce que chez nous, à Tianaga, ici aussi, nous allons sortir en masse pour pouvoir avoir nos cartes, pour pouvoir voter le jour arrivé. Seule la carte permet d'exprimer la liberté de choix dans les urnes. Tous sont conviés à aller se faire délivrer ce document précieux. On leur a expliqué que les anciennes cartes ne sont pas valables. Donc les uns et les autres qui nous ont suivis ont mis l'accent sur cette importance. Parce que je rappelle que l'obtention des cartes d'électeurs dans la zone 2, dont fait partie le Grand Oti, j'ai parlé de l'Oti Sud et l'Oti, qui forment d'ailleurs une seule circonscription électorale, commence à partir du mercredi 17. En prélude à cette période, il va falloir faire ce travail de mobilisation, de meeting, de porte-à-porte, d'explication, afin que la population puisse sortir massivement et obtenir ses cartes.
À Tianaga, à Nagbeni et à Mango, le message du parti UNIR est clair. Un devoir du parti exprimé pour mobiliser les populations autour de l'enjeu électoral suivant le chronogramme établi par la CENI. Les structures de base du parti entretenues sont appelées à disséminer les informations reçues dans la population pour des résultats attendus. Les locales et les législatives au Togo auront lieu le 16 et le 20 décembre prochain. Un rendez-vous démocratique. Le pays vit actuellement une période électorale et à ce jour, c'est le recensement l'un des points saillants du chronogramme de la CENI qui se déroule. Pour mener à bien ce recensement, le parti Union pour la République UNIR mobilise les populations. Dans ce sens, les cadres UNIR de la préfecture de Lotus Sud sensibilisent les masses sur l'importance de la carte d'électeur. Information partagée pour amener toute personne en âge de voter à aller s'enregistrer sur les listes électorales. D'abord, nous avons une grande satisfaction vu la mobilisation qui a pris part à cette rencontre de sensibilisation. Et cette même mobilisation se passe dans les autres cantons. Nous venons de Tchamonga, nous allons poursuivre dans les autres cantons et je pense que tout ce que nous attendons, que la population n'attend plus, qu'elle s'organise à participer en temps et en heure pour éviter de connaître des retards qui parfois sont regrettables. Moment de partage d'informations et de mobilisation des populations de Lotus Sud pour jouer chacun son rôle citoyen et civique en se faisant établir la carte d'électeur. L'ancien fichier ne tient plus, c'est un recensement intégral. Ouais. Quel que soit le parti que vous appartenez, vous êtes obligé de sortir pour vous faire recenser. Vous risquez de perdre votre parti au moment des scrutins, au moment des élections. Donc c'est important, parce que les anciennes cartes ne sont plus valables. La préfecture de Lotus Sud se situe dans la zone 2 qui connaît son recensement électoral entre le 17 et 24 octobre 2018. À Saint-Cassé, on fait d'une pierre deux coups. Appel à la mobilisation pour le recensement. Dans la foulée, les élèves les meilleurs aux derniers examens sont primés. Le récit de Désiré Aloche. Le parti Union pour la République UNIR est toujours sur le terrain social. Un important lot de kits scolaires et du matériel didactique. Un coup de cœur du chef de l'État, président du parti UNIR, destiné aux meilleurs élèves des différents examens à Saint-Cassé, dont remis aux différents bénéficiaires dans les 8 cantons par les cadres UNIR de la préfecture pour soutenir les efforts d'excellence et la qualité de l'enseignement. Je suis persuadée qu'éduquer les jeunes, c'est éduquer le monde. Et c'est ce que font les cadres de l'UNIR pour garantir l'épanouissement des jeunes. J'implore la miséricorde de Dieu sur le Togo, le chef de l'État et les représentants de l'UNIR. Un geste manifesté aussi à l'endroit des élèves vulnérables sélectionnés à travers toute la préfecture. Nous sommes très heureux, nous les enfants démunis de Nadjoundi, parce que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, nous soutient. Nous le remercions de tous ces cadeaux qu'il nous a donnés et nous demandons à nos camarades de se mettre au travail pour gagner encore plus. Que Dieu le bénisse. Une énième action de ce genre du chef de l'État dans la préfecture. Soutien qui cadre avec son mandat social. L'éducation, base du développement, mérite à être soutenue. Des vélos, des dictionnaires, des cahiers, des tissus kaki, les collages, bien d'autres encore. En plus, un appui en matériel didactique aux établissements scolaires. Tout ceci pour la cause scolaire. Les cadeaux que nous avons obtenus, sincèrement, nous allons les utiliser à bon escient pour que ça contribue encore une fois à améliorer les résultats de l'État, de nos différents établissements. Un acte de bienfaisance rehaussé avec la remise de 500 actes de jugement supplétif de naissance aux bénéficiaires et le lancement officiel de l'établissement de 300 certificats de nationalité togolaise par la directrice du Sceau de la nationalité et de l'identité civile, invitée pour la circonstance. Sans certificat de nationalité togolaise, un individu ne peut pas apporter la preuve qu'il est togolais. Il aura des difficultés s'agissant d'un étudiant à s'inscrire à l'université. Donc c'est par rapport à tout ça que les cadres de Saint-Cassé ont jugé utile de nous associer à cette cérémonie. Au cours de cette séance, nous avons également collecté les dossiers de nationalité
qui seront traités à Lomé. Les cadres UNIR de Saint-Cancé ont convié les apprenants à être assidus, respecter les parents, les enseignants et viser l'excellence. À l'ensemble de la population d'œuvrer à maintenir la paix et la cohésion. La culture du civisme et de la citoyenneté en sortant massivement pour se faire enrôler sur les listes électorales. Les militants et sympathisants du parti UNIR à Saint-Cancé, nous prendrons toutes les dispositions pour que aux prochaines élections législatives, que nous puissions gagner ces élections-là avec fracas. Et nous comptons sur nos potentialités de mobilisation des électeurs, de mobilisation des militants et sympathisants de notre parti. Nous comptons sur notre force de conviction pour pouvoir atteindre les résultats liés aux élections législatives à venir. Je viens d'avoir 18 ans et comme cette année c'est une année électorale, je me prépare déjà pour aller me recenser ce 17 octobre. Vite, mes camarades, garçons comme filles, de sortir massivement, très massivement, pour aller se faire recenser, pour exprimer ensemble la démocratie. Le Togo est dans une période électorale. Ils ont donc appelé la population en âge de voter à aller se faire établir des cartes d'électeurs, pièces maîtresses qui donnent droit au vote le 16 et le 20 décembre prochain. Et ce communiqué de la CENI, avant de refermer cette édition, le président de la Commission électorale nationale indépendante communique l'inscription sur les listes électorales démarre ce mercredi 17 octobre 2018 pour les circonscriptions relevant de la zone 2 et prend fin le mercredi 24 octobre 2018. À cet effet, conformément aux dispositions du Code électoral, en son article 64, les citoyens en âge de voter sont priés de se présenter dans les centres de recensement et de vote de leur résidence habituelle munis de l'une des pièces suivantes: passeport, carte nationale d'identité, carte consulaire, livret de pension civile ou militaire, livret de famille. Les citoyens ne disposant pas de ces pièces seront recensés sur la base du témoignage des chefs traditionnels ou des notables présents dans les CRV en qualité de personnes ressources. Durant cette période, les centres de recensement et de vote sont ouverts tous les jours de 7h à 17h. Pour rappel, la deuxième zone de recensement comprend les CELI suivantes: Amou, Ogou-Wanié, Wawa, Kebu, Blita, Sotuboamo, Chamba, Tchaoudjo, Basser, Dankpen, Assoli, Koza, Bina, Doufelgou, Kéran, Oti, Oti Sud, Tandjouaré, Pendjal, Pendjal Ouest et Toun Saint-Cassé. La CENI compte sur le patriotisme, l'engagement et la forte mobilisation de tous les citoyens pour la réussite du processus électoral en cours. Et puis notez qu'en match retour éliminatoire CAN 2019, le Togo a battu à Banjul ce soir la Gambie 1-0, but de Floyd Haïti en seconde période de jeu. Les éperviers totalisent 5 points dans le groupe. Ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Bamako et partout ailleurs au Mali. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.